Radio Libre Expression. Bonjour à tous chers auditeurs, aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous sur Radio Libre Expression Nicolaos Koulis. Bonjour Nicolaos. Bonjour David, comment ça va? Ça va, je te remercie. Alors Nicolaos, parle-nous de la communauté intelligente. La grande communauté de vie intelligente. C'est un terme, parce qu'on a déjà des problèmes à se communiquer au niveau de la terminologie. Alors la grande communauté de vie intelligente, c'est une communauté qui contient plusieurs espèces, plusieurs races de vie intelligente. Pas seulement la nôtre, la race humaine de la Terre. Donc nous avons la race humaine de la Terre et nous avons de plus en plus d'indications et voire de preuves, dépendant de ce qu'on comprend sous le terme preuve, qu'est-ce qui constitue une preuve, qu'il y a d'autres races de vie intelligente. On a le phénomène OVNI. Le phénomène OVNI qui atteint de plus en plus de gens dans un très grand nombre de pays du monde. Des centaines de milliers de personnes ont vu des objets volants non identifiés qui paraissent comme des engins, voire des vaisseaux, qui ont une technologie et des moyens beaucoup plus avancés que le nôtre, c'est-à-dire que cela ne pourrait pas être terrien. Et nous avons des gens qui disent avoir été enlevés, connus comme les abductés, et ces abductés se souviennent de rencontres avec des êtres de provenance extraterrestre. Ces gens ont été souvent assujettis à des expérimentations terribles et très pénibles, souvent impliquant des recherches génétiques pour la création de ce qui paraît être des hybrides. Moi, je voudrais aborder tout d'abord les implications d'une telle réalité au niveau de la société humaine. C'est-à-dire, si nous vivons dans une grande communauté de vie intelligente, et il y a vraiment d'autres êtres intelligents provenant d'autres planètes, et que même ces êtres viennent nous visiter et intervenir ici dans notre monde, qu'est-ce que cela implique au niveau de la société humaine? C'est un sujet qui m'a fasciné depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup nous arrivons à comprendre qu'il y a des milliers et des milliers d'autres races d'êtres intelligents, dont certaines, un petit nombre, connaît notre monde et vient ici de temps en temps ou régulièrement. Il y a des gens qui ont travaillé chez la NASA ou qui ont vu des documents et eux, ils disent qu'on a déjà catalogué 59 races d'êtres intelligents. On peut toujours se demander si ces documents sont authentiques et si ces gens sont en train d'inventer des histoires farfelues ou s'ils parlent simplement la vérité telle qu'ils la connaissent. Dans le scénario où il y a vraiment une grande communauté de vie intelligente et il y a vraiment des visiteurs, qu'est-ce qui se passerait avec les peuples de la Terre si tout d'un coup on prend conscience de cette donne? Alors selon moi, il y aura des grands changements dans les comportements des gens, dans les comportements des individus, les uns envers les autres, dans les comportements de groupes et d'organisations, entre pays, entre ethnies, entre cultures et entre religions. Parce que tout d'un coup, on aura la tendance de se serrer les coudes
et de faire face à cette nouvelle réalité, on aura plutôt la sensation de vouloir se renouer, se rejoindre aux autres de notre propre race afin d'arriver à assimiler cette nouvelle donne. Oui, Nicolaos, mais les religions sont-elles un frein pour s'unir, pour la communication? Je dirais que les religions, d'un côté, constituent notre patrimoine spirituel que je considère très précieux, et de l'autre côté, la façon qu'elles sont gérées à présent par les grandes institutions et les intérêts politiques et économiques qui existent derrière constituent aussi notre grande vulnérabilité. Je parle ici des apparitions mariales telles qu'on en a parlé en Égypte ou l'apparition de Fatima au Portugal. Et ces apparitions peuvent provoquer un certain fanatisme et une certaine idolâtrie au moment que, en fait, on doit chercher une spiritualité universelle, c'est-à-dire l'essentiel de la spiritualité qui existe dans toutes les religions. Je crois que ça prendra du temps, mais la prise de conscience de l'existence d'une grande communauté de vie intelligente pourrait déclencher une réaction au sein des institutions religieuses et surtout au sein des individus, des fidèles, qui les pousserait à s'unir, à voir ce qu'ils ont en commun avec les fidèles d'une autre religion. Je parle ici de valeurs simples comme de ne pas voler, de ne pas tuer, des choses comme ça. On le sait déjà en soi-même à l'intérieur, on le sait déjà. Ces points communs qu'ils ont, ça, pour moi, c'est la vraie spiritualité. Le reste, c'est juste des cérémonies, une expression de la spiritualité, mais c'est pas l'essence. L'essentiel, ça doit rester toujours le même, en fait, une chose qui s'exprime par un grand nombre de voix. Tu parlais des apparitions mariales, c'est-à-dire au Portugal, Fatima, en Égypte, ici et là dans le monde. Est-ce que ces apparitions pourraient être faites par des intelligences d'ailleurs pour nous manipuler? Bon, il y a des chercheurs qui disent que cela est vraiment le cas, et il y a d'autres qui disent que ce sont vraiment des miracles provenant directement de Dieu. Et personnellement, je suis convaincu qu'il s'agit de projections holographiques de provenance technologique, basiquement. On ne peut pas savoir avec certitude si ces projections ont été faites par des terriens, c'est-à-dire des projets secrets de nature militaire ou d'autres groupements, ou s'il s'agit vraiment de projections et d'événements provoqués et créés par des intelligences d'ailleurs, des extraterrestres. Ils ont tout à fait, évidemment, la technologie de faire une telle chose. Et moi, je n'ai pas les conditions de pouvoir vous dire avec toute certitude que cela provient des extraterrestres ou d'un projet secret terrien. À partir des informations que j'ai lues, toutes ces deux possibilités ont lieu déjà. On les fait et on étudie l'effet que cela provoque au sein des populations concernées. On étudie la psychologie des personnes concernées, leurs réactions, leurs émotions, et un tel événement peut vraiment déclencher des changements dans leur vie. Alors, à partir de ça, sachant que des races extraterrestres qui viennent ici sont capables de provoquer de tels événements, qu'il y a un grand nombre de personnes qui se disent avoir été enlevées, avoir été mutilées même, je voudrais entrer sur le sujet, aborder le sujet de l'éthique du contact. Le contact avec des extraterrestres et la façon comme celui-ci se déroule actuellement. C'est une petite citation que je prends de l'écrivain Marshall Vian Summers, qui est d'ailleurs la seule personne ou une des seules personnes qui écrit à ce sujet de façon sobre et objective, à mon avis. Il dit « Des visitations et des occupations
sans le consentement informé des citoyens de ce monde, mais au lieu de cela, celui de groupements gouvernementaux secrets ou d'autres organisations. C'est-à-dire que les extraterrestres ont bien la permission d'un groupuscule, d'une société secrète ou d'un groupement gouvernemental secret, mais ils n'ont pas la permission du peuple de la Terre. Et au sujet de l'éthique du contact, ils devraient avoir la permission du peuple de la Terre. À ce moment, les peuples de la Terre ne sont pas capables de donner une telle permission. Donc, par défaut, les extraterrestres n'ont pas le droit d'entrer même dans notre système solaire, tant qu'il n'y a pas le consentement informé des citoyens de son monde comme une unité. On n'a pas un ONU qui est capable de donner ce consentement à ce moment. Ça reste une possibilité dans le futur. Alors, je continue sur ce que M. Vian Summers dit. Les extraterrestres ne divulguent pas leurs intentions et s'enveloppent de mystère au lieu d'être ouverts, d'avoir confiance et de négocier. Et là, il se réfère à ces apparitions et ces démonstrations furtives, comme par exemple au-dessus des installations nucléaires, des choses qui se répètent souvent au-dessus de la même installation nucléaire à plusieurs reprises au fil des années. Il y a un engin qui vient là, un objet qui paraît comme une soucoupe volante ou comme un cigare, qui reste au-dessus de l'installation, est capable de désactiver les appareils électroniques, de désactiver les fusées, reste là pendant quelques minutes, et après, il s'en va. C'est ce qu'il veut dire avec s'enveloppe de mystère. C'est-à-dire, il laisse savoir qu'ils sont là, il laisse savoir qu'ils sont capables de nous dominer au niveau militaire, et ensuite ils s'en vont. Ils ne donnent aucune explication, ils ne se manifestent pas de façon concrète, et ils restent furtifs. Je continue. Ils suscitent l'humanité à l'indépendance en faisant des offres de technologie à une race indigène qui est moins avancée ou moins développée, ce qu'ils considèrent très dangereux, et ce qui est confirmé par Stephen Hawking et d'autres chercheurs qui sont en train de constituer un nouveau courant de pensée et qui ont peur que l'humanité pourrait être surchargée, dominée par une autre race qui a une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Et là, je vous présente l'analogie avec l'arrivée des Européens aux Amériques, où les Européens ont tout simplement dominé les races indigènes, souvent par la tromperie et par leur... Oui, par la cupidité d'avoir l'or des Incas, etc., les conquistadors. Exactement. Je continue. Les extraterrestres violent les droits fondamentaux de l'humanité en prenant des personnes contre leur volonté et en les assujettissant souvent à des procédures épouvantables, ce qui résulte en des traumatismes psychologiques et l'isolement social. Ça, c'est une question vraiment éthique pour moi, parce qu'on ne peut pas permettre que ces extraterrestres viennent faire des choses comme ça. Selon nos lois, ici sur Terre, dans chaque État, c'est interdit d'enlever des gens. C'est simplement interdit. C'est interdire de les assujettir à des procédures auxquelles ils n'ont pas donné leur consentement. Je continue. Les extraterrestres exploitent des ressources humaines ainsi que biologiques. Je termine la citation par Marshall Vian Summers. En coulisses, les extraterrestres attisent les conflits humains. Il y a un chapitre très intéressant dans le premier livre des Alliés de l'humanité, écrit par Marshall Vian Summers, qui s'appelle « Les manipulations des traditions religieuses et des croyances ». On pourrait penser à ce conflit qui existe déjà en fait et qui risque vraiment de déborder entre le monde chrétien et le monde musulman. Et ce que Marshall Vian Summers nous dit, c'est que le conflit qui existe actuellement, par exemple, entre ces deux religions, n'est pas causé seulement par les institutions religieuses humaines, n'a pas été provoqué seulement par les fidèles de l'une ou l'autre religion. En fait, il y a des forces de persuasion
de provenance extraterrestre qui exercent une influence sur les esprits, je dirais l'intellect, le mental de certaines personnes qui occupent des postes clés et qui ont pris certaines décisions et continuent à prendre certaines décisions, et ainsi le conflit est perpétuel. Ils attisent le conflit chaque fois qu'il y a la possibilité de faire la paix. Cette influence est très subtile et il y a un très petit nombre de personnes qui ont en fait un contact soit au niveau mental, c'est-à-dire qu'ils écoutent des voix, soit un contact direct en personne avec des individus extraterrestres. Je considère ce problème très sérieux et nous avons tous vu comment cela peut déborder et peut devenir une guerre, et comment cela peut coûter de très nombreuses vies humaines, et à quel coût cela peut avoir pour l'environnement. Là, je fais référence à cette obsession de certains militaires d'utiliser des bombes à l'uranium appauvri qui détruit l'environnement pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années. Donc l'éthique du contact, c'est un texte très intéressant qui est disponible sur le site des Alliés de l'Humanité. Ça, si vous pourrez mettre ça sur votre site de l'émission. Oui, tout à fait, je ferai ça, Nicolaos. Et il existe des traductions disponibles en français. Je crois que si vraiment il y a des extraterrestres et ils viennent ici influencer les esprits des fidèles, je crois que les fidèles, on doit être au courant. Ils ne doivent pas être trompés et tomber dans la superstition, mais réagir comme des vrais fidèles. Est-ce qu'on peut penser un peu que David Icke a peut-être raison quand il parle de certains chefs d'État qui sont manipulés par des intelligences qui nous veulent du mal? Je dirais que pas seulement des chefs d'État, ce sont surtout des gens qui les conseillent. Et ce ne sont pas les gens qui se mettent en avant que vous voyez tout le temps devant les caméras. Et ce sont souvent leurs conseillers, et pas seulement dans le monde politique, mais aussi dans le monde des grandes sociétés et des grandes institutions religieuses et militaires, c'est-à-dire politique, militaire, économique, religieux. Ces quatre surtout. Et il y a des informations très intéressantes dans tous les trois livres des Alliés de l'Humanité, surtout le troisième parle de l'influence plus récente des grandes institutions économiques de notre monde. Et on voit comment les banques et les agences de notation sont devenues tellement importantes, je dirais, elles ont plus de pouvoir que l'État. Et elles dominent presque l'État. Hein, nous avons un très bon exemple avec ce qui se passe en Grèce actuellement. Pour terminer, je voudrais parler du problème du déni humain. Parce que le sujet du contact et la réalité d'une grande communauté de vie intelligente peut provoquer beaucoup de peur. Et la peur est souvent la cause du déni. Et elle nous empêche de regarder en face la réalité. Actuellement, le déni collectif et l'évasion de la réalité ont dépassé toute mesure. La peur est très profonde, la peur du contact. Les gens entretiennent cette perception très glorifiée qu'ils sont à l'apogée de la création de Dieu. La religion qu'ils pratiquent repose sur la prééminence de la spiritualité humaine et de l'identité humaine, des valeurs humaines et de l'éthique humaine. Que se passera-t-il quand ils découvriront que cette humanité n'est qu'une seule race parmi tant d'autres qui évoluent dans une communauté très vaste de vie intelligente? Et que notre race, la race humaine, est en fait très faible et divisée et insignifiante par rapport à l'immensité de la création. C'est en même temps le problème de l'anthropocentrisme. Nous voyons l'univers à partir de notre point de vue humain, avec nos valeurs humaines, mais s'il y a d'autres races de vie intelligente, n'auraient-elles pas leurs propres valeurs
leur propre perception de la réalité et de l'univers, de la création. Et n'est-il pas logique qu'il y aurait des différends et des différences? Je crois que là, c'est un des grands écueils dans la réflexion, pour la réflexion aussi. Car les gens n'ont pas de repères. On va devoir faire le contact d'abord, faire connaissance avec certaines de ces races pour arriver à comprendre quelle est leur perception. Quelle est leur perception des sociétés? Comment est-ce qu'ils vivent en société entre eux? Quelles sont leurs valeurs? Par exemple, quelle est leur perception de la liberté individuelle telle que nous l'avons? Cela peut avoir plusieurs formes dans de nombreux ouvrages, et j'en cite deux. OVNIs en France par George Metz, et Les extraterrestres et l'avenir de l'humanité par Christelle Seval. Christelle Seval, dans ce livre, donne un petit résumé des lettres humides et des valeurs que les humides ont dans leur société. Bon, il n'y a aucune liberté individuelle. C'est écrit dans le livre qu'au moment que l'enfant naisse dans cette société, on a déjà déterminé ses qualités. On lui donne déjà une éducation spécifique selon ses qualités génétiques. Il n'aura pas de choix dans sa vie sur quoi faire, comment vivre. Et que c'est presque pareil dans l'histoire qui est présentée dans le livre OVNIs en France par George Metz, le cas d'Aveyron avec Robert, qui a un contact avec ce que nous connaissons comme les grands blancs, des êtres humains différents et qui ont eu une relation avec cet individu, ce Français qui habitait en Aveyron, et qui a vécu avec eux pendant 1 an, selon ses dires, dans une base souterraine. Et au cours de cette année, les extraterrestres, peu à peu, ont expliqué le fonctionnement de leur société, où chacun doit suivre des règles très strictes de comportement. Et sinon, il y a des répercussions, voire des punitions très sévères. Donc, leur perception de liberté individuelle pourrait être très différente que la nôtre. Alors, ne soyons pas trop prêts à accepter leurs valeurs. Soyons sobres et soyons objectifs. Regardons en face le vrai défi devant nous. Parce que le premier défi que nous avons, c'est de regarder en face le grand défi. Et c'est avec ça que je voudrais terminer. Le premier grand défi, c'est de regarder en face. Nous sommes à un seuil évolutionnaire en tant que race. Et d'une certaine façon, ça peut nous faire peur. De l'autre côté, c'est une très grande opportunité de comprendre la vie dans l'univers. C'est ça que je voulais dire en conclusion. Je te remercie beaucoup, Nicolaos Koulis. Je te remercie aussi et j'espère à bientôt. Moi aussi, à très bientôt pour une émission. Merci encore. Au revoir.